L'invité du jour est Manila Zoubga Nebaili. Elle est la directrice de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses. Avec elle, nous parlons aujourd'hui de la thématique de l'éducation et l'équité, les bourses scolaires comme levier d'espoir pour les élèves burkinabés. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Kabore. Alors déjà, première question pour commencer, comment se porte la direction de l'information, de l'orientation et aussi des bourses, et quelles sont vos missions en tant que directrice? D'accord, merci bien. Avant de commencer, je tenais quand même à remercier la télévision True TV pour l'opportunité que vous nous permettez de nous exprimer sur nos différentes missions et sur vraiment les bourses scolaires. Donc sur ce, la direction de l'information, comme vous l'avez dit, de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle, elle se porte très bien. Et d'ailleurs, même nous avons beaucoup d'activités que nous sommes en train de mener actuellement, dont la principale est la session d'attribution des bourses. Et parlant de bourses scolaires, actuellement, nous avons lancé les communiqués pour les dépôts des demandes de bourses. Voilà. Maintenant, en plus des bourses scolaires, nous avons d'autres missions, notamment l'information, l'orientation des apprenants sur les études, les formations professionnelles, les opportunités de carrière. Voilà. Et à travers pour cette attribution, nous organisons des salons d'orientation, nous animons des plateformes et également bien d'autres activités. Alors, pour ce qui concerne la bourse en tant que telle, comment on définit la bourse scolaire? Qu'est-ce qui la différencie des autres types de bourses en dehors du caractère scolaire? Bon, la bourse scolaire, c'est une allocation financière qui est octroyée à des apprenants ou des élèves, voilà, pour leur permettre de poursuivre leurs études ou une formation professionnelle. Alors, dit ainsi, est-ce qu'on pourrait dire que la bourse est une sorte de justice sociale pour permettre à certains qui n'ont pas les moyens, mais qui arrivent à s'en sortir dans le domaine du travail scolaire, de pouvoir continuer? Exactement. Je dirais que vous savez très bien que l'éducation est un puissant levier de développement économique, social et également humain. Et l'éducation burkinabé également fait face à un défi, notamment l'accès équitable à une éducation de qualité. Et dans ce contexte, je pense que les bourses scolaires, en tout cas, apparaissent comme en tout cas un instrument d'équité et d'inclusion. Voilà. En cela, ça permet en tout cas à des élèves dont les parents sont dans des conditions de vulnérabilité de pouvoir poursuivre leurs études. Voilà. Et également, ça permet de réduire les abandons scolaires. Et ça valorise également l'excellence scolaire, le mérite également. Quand on regarde le contexte actuel, nous sommes au terme de la période des examens. Quelles sont les opportunités qui s'offrent aux élèves en termes de bourse scolaire aujourd'hui? Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes actuellement, nous avons enclenché la procédure en tout cas d'attribution de bourse, et elle commence par la diffusion du communiqué qui invite les élèves à venir déposer leur demande de bourse. Et je pense que le communiqué est déjà diffusé, est en train d'être diffusé, et la période de dépôt de bourse est du 10 juillet au 10 août. Voilà. Et il y a plusieurs types de bourses. Quels sont ces types? Notamment, il y a la bourse d'excellence qui est réservée aux lauréats de la journée d'excellence qui est organisée à son excellence le président du FASO, et également aux élèves qui sont inscrits dans les lycées scientifiques. Voilà. Et en plus de la bourse d'excellence, on a la bourse ordinaire. Elle est octroyée aux élèves ou apprenants qui sont inscrits dans les lycées d'enseignement général conventionné ou public, d'enseignement général privé conventionné ou public, mais sur la base de leurs mérites ou bien de leurs conditions sociales. Et enfin, pour terminer, on a la bourse spécifique, elle qui est réservée à des apprenants qui sont dans des conditions de vulnérabilité, notamment liées à leur situation d'handicap
ou bien de pupilles de la nation, ou bien DDI, élèves déplacés internes, ou en tout cas dans tout autre qui vit dans une situation de vulnérabilité. Voilà. Si on prend le cas des bourses ordinaires, quelles sont les classes concernées, quels sont les examens après lesquels les parents peuvent s'intéresser? Alors, il faut dire que les bourses sont octroyées, en tout cas aux élèves qui sont admis aux examens scolaires, notamment le CEP, le BPC, le CAP et le BP et le BEP. Voilà. Et pour la bourse ordinaire, est-ce qu'il y a une moyenne requise? Parce que beaucoup qui suivent cette émission se demandent quelle est la moyenne. Effectivement, il y a des moyennes qui sont, et c'est pas une moyenne comme ça qui est fixée. Il faut dire que les moyennes sont fixées par région. Voilà, nous tenons compte en tout cas des différentes régions pour fixer les moyennes. Donc, par exemple, pour la région du centre, il faut avoir 16 de moyenne pour ceux qui veulent candidater pour la bourse au niveau secondaire. Voilà. À partir de 16 de moyenne. 16 de moyenne. Mais dans les autres régions, ça ne vaut pas les 16 de moyenne. C'est moins que 16 de moyenne. C'est la région du centre, ou du moins je dirais la région du Kadiogo, seulement qui a ce fort taux de moyenne. Parce que... Quel est le critère qui permet de choisir la région du centre pour que ceux qui veulent être candidats aient au minimum les 16 de moyenne, pendant que dans les autres localités, on prend un peu moins? C'est l'équité, justement. Parce que la région du centre, on tient compte en fait des résultats en fait, scolaires. Et il faut dire qu'au niveau de la région du centre, il y a beaucoup en tout cas d'apprenants qui ont de bonnes moyennes. Voilà, donc... si on met tout le monde sur le même pied d'égalité, une seule moyenne, ça va désavantager certaines régions. Voilà pourquoi on tient compte en fait du niveau de résultats des différentes régions pour fixer en fait les moyennes. Là, c'est pour ce qui concerne la bourse ordinaire. Mais qu'en est-il de la bourse d'excellence, par exemple? Est-ce qu'à ce niveau, parce que si la bourse ordinaire, déjà, on parle de 16 de moyenne au niveau de la région du centre, où est-ce qu'on en est pour l'excellence? Bon, la bourse d'excellence, elle, c'est pas nous qui déterminons. C'est un comité qui est mis en place et qui détermine les critères qu'il faut remplir pour pouvoir être bénéficiaire être lauréat de la journée de l'excellence. Voilà, il faut dire que c'est vraiment ceux qui ont excellé dans leurs résultats. Voilà, c'est eux qui sont retenus pour être lauréats de la journée. Et eux, en fait, c'est dans le lot en fait de leur prix que en fait il y a la bourse qui leur est octroyée, en plus des autres prix qu'on leur donne en tant que lauréat de la journée d'excellence. Parlez-nous à présent de la bourse spécifique. Comment est-ce qu'on arrive quel est le critère de choix? Parce que la bourse spécifique s'intéresse un peu plus, si j'ai bien compris, aux élèves dans une certaine situation. Vous avez parlé du cas de ces élèves déplacés internes, par exemple. Exactement. Quel est le critère sur lequel on arrive à les sélectionner? Est-ce que là aussi, c'est à partir d'une moyenne? Est-ce que vous arrivez à choisir directement, ou est-ce que, parce que la plupart aussi, c'est pas évident que les parents puissent venir auprès de vous pour signaler qu'un élève est-ce que c'est à l'enseignant de signaler, c'est à l'école? Comment ça se fait? Voilà, très bien, merci pour cette question. Pour la bourse spécifique, comme on l'a dit, il faut être dans une des situations suivantes, notamment être dans une situation d'handicap. Il faut avoir un handicap, ou bien être élève déplacé interne, ou bien être orphelin de père ou de mère, ou bien être victime d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle. Et il y a aussi, pour prouver cette situation, il y a les services techniques compétents qui délivrent des documents. Voilà. Par exemple, il y a la carte, notamment qui prouve la condition de pupille de l'État ou de la nation. Ça, par exemple, si vous produisez ça dans le dossier de candidature, nous tenons compte de ça. Et également, il y a la liste aussi des personnes déplacées au niveau des services de l'action sociale qui ont des listes, en tout cas des répertoires de ces personnes-là. Donc, c'est pour dire que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les services techniques compétents en la matière pour vérifier en fait
en tout cas les informations qui sont mentionnées dans les dossiers. Est-ce qu'il y a un niveau de réussite qui est requis à ce niveau-là? Non, à ce niveau, il n'y a pas de niveau de réussite. Il suffit seulement d'avoir réussi au concours scolaire, d'avoir eu l'entrée en 6e ou bien l'entrée en seconde, voilà, ou en première année BEP ou en bac pro. Voilà. Là-bas, on ne tient pas compte de la moyenne. Si vous êtes seulement admis au concours, vous êtes éligible. La question des bourses intéresse beaucoup les parents en cette période. Quels sont les mécanismes mis en place au niveau de votre direction afin de jouer sur les inégalités que l'on a à un certain moment retrouvées ici au Burkina? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour réduire au maximum les inégalités en termes d'offres de bourses scolaires? Il faut dire que pour réduire les inégalités, nous avons tantôt dit que nous octroyons, même pour la bourse ordinaire, il y a un quota qui est réservé pour la condition sociale. Voilà. Donc, par exemple, 40% de la bourse ordinaire est octroyée sur la base du mérite et 60% sur la base de la condition sociale. Ça veut dire qu'il y a les parents, par exemple, si leur salaire, on a fixé un seuil où le cumul des salaires, les parents ne doivent pas atteindre. En ce moment, si tu es dans cette situation, tu peux bénéficier, même si la moyenne n'atteint pas, en tout cas 17 ou bien 18, vous pouvez avoir la bourse. Si ce n'est pas secret, quel est ce seuil? Ou si vous préférez, ceux qui prendront attache auprès de la direction pourront connaître le seuil au niveau salarial. Donc, est-ce à dire que lorsqu'on se retrouve avec 2 élèves au niveau de la région du centre, avec une moyenne de part et d'autre, une même moyenne, par exemple, de 16 sur 20, est-ce à dire qu'en fonction du revenu des parents, l'enfant dont le parent a moins de revenus peut facilement accéder contrairement à l'autre? Exactement. Une sorte donc de mécanisme pour réduire les inégalités. Exactement. Quel est le profil de la plupart des bénéficiaires que vous rencontrez généralement au niveau de la direction? Est-ce qu'on a plus de filles? Est-ce qu'on a plus de garçons? Quel est le profil qui revient généralement? Il faut dire que c'est assez équilibré, mais il y a une discrimination positive en tout cas en faveur des filles. Notamment, il y a un quota qui est réservé pour les filles. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport aux parents qui viennent souvent en retard après les échéances, ceux qui n'arrivent pas à comprendre et tout? Il faut dire que nous avons en tout cas mis en place un système d'information pour pouvoir en tout cas lever toutes ces inquiétudes-là. Donc nous sommes ouverts, notamment il y a au niveau direction provinciale, il y a des services, on a des services qui sont là-bas. Il y a aussi direction régionale et au niveau central également, avec tantôt j'ai parlé de la page officielle, du OSPP officiel, qui est la page Facebook qui est très active. Nous répondons chaque jour aux préoccupations. Et également, on a un site web qui est fonctionnel. Voilà. Donc, au niveau de toutes ces structures, au niveau déconcentré comme central, nous sommes en tout cas à l'écoute et nous arrivons quand même à répondre de façon positive aux différentes sollicitations. Pendant longtemps, les parents se sont plaints à un certain moment donné de notre histoire d'une certaine fraude qu'il y avait au niveau des bourses où beaucoup estimaient que les plus méritants n'étaient pas ceux qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner l'assurance que cette période est passée? Oui, cette période est passée. C'est comme je l'ai dit, on peut être méritant, mais ne pas avoir la bourse. Tout simplement parce que nous tenons compte de la situation des parents, notamment les revenus des parents. Voilà. Donc, vous avez pris l'exemple là tantôt. 2 élèves peuvent avoir la même moyenne et puis l'autre peut avoir la bourse pendant que l'autre n'a pas la bourse. Parce que l'autre, certainement, a des parents qui ont un revenu cumulé moyen qui dépasse. Voilà. Donc, ça fait que c'est ça qui fait que souvent les gens ne nous approchent pas pour avoir l'explication. Voilà. Et si vous vous mettez à spéculer, donc c'est là quoi. Sinon, nous travaillons de façon transparente. Il faut dire qu'il y a une commission nationale
voilà, d'attribution des bourses, et c'est elle seule qui est compétente pour attribuer les bourses. Et elle regroupe différents acteurs de différents ministères. Voilà. Et il y a des partenaires sociaux également qui sont, et il y a même la primature qui est représentée au sein de cette commission. Dans l'exemple que j'ai pris pour parler d'inégalité et comprendre comment est-ce qu'on utilise le revenu du parent, les revenus du parent pour pouvoir faire la part des choses, je parlais d'une situation qui se présente en zone urbaine. Comment est-ce qu'on arrive à éviter aussi les inégalités entre une zone urbaine où un élève se retrouve avec 16 de moyenne et une zone en milieu rural où un élève se retrouve avec 16 de moyenne? Et tantôt, je vous ai dit qu'il y a les moyennes qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et nous avons fixé des moyennes en tenant compte des zones. Notamment quand tu es dans une zone non urbaine, tu as plus de chances d'avoir une bourse par rapport à celui qui est dans une zone urbaine. Là-bas, en fait, le niveau est beaucoup plus haut, voilà, pour bénéficier de la bourse. Voilà. Est-ce que cela ne constitue pas aussi une sorte d'inégalité? Mais c'est l'équité en fait. Non, mais c'est ça aussi, parce que en fait, ceux qui sont dans les zones urbaines, ils ont beaucoup de facilité d'apprentissage, il faut le dire, et ils ont beaucoup de conditions aussi, et voilà, d'apprentissage, qui les met dans des bonnes conditions. Voilà, donc c'est pas les mêmes conditions en fait. Alors, certains parents parlent aussi de la difficulté de l'acheminement des bourses en période de rentrée, où ils sont souvent obligés eux-mêmes de trouver les moyens en attendant que la bourse scolaire arrive. Comment est-ce que ça se passe exactement pour que les uns et les autres puissent comprendre? Oui, il faut dire que ça c'est vraiment un problème, une difficulté majeure que nous tentons de résoudre. Et cette année, si vous avez remarqué, c'est une innovation. Parce que la période de dépôt des bourses, les années passées, c'était à la rentrée. Voilà, mais cette année, nous avons travaillé à ce que à avancer la période de dépôt des bourses. Tout ça, c'est pour régler cette difficulté. Voilà, donc, et pour ça, il y a des pièces, par exemple, qui ne sont plus exigibles au dépôt, notamment le certificat de scolarité, voilà, qui était une des pièces qu'il fallait déposer et n'est plus une condition, en tout cas pour candidater. Et en plus du certificat de dépôt, il y a aussi le fait d'être, je veux dire, le fait d'être, d'avoir réussi à un examen ou d'avoir passé au concours. Voilà, le fait d'avoir réussi au concours scolaire, puisque vous voyez qu'actuellement, les résultats des concours scolaires ne sont pas encore sortis. Pendant que l'ouverture de la période de dépôt est déjà pour après-demain. Voilà, du 10 juillet au 10 août. Donc avant, c'était une condition pour pouvoir candidater. Il fallait être, voilà, avoir réussi. Plutôt pour aujourd'hui, même 10 juillet. Oui, c'est bien voilà. Ça. Il fallait avoir réussi au concours scolaire pour pouvoir candidater. Mais maintenant, même déjà, la condition, c'est d'avoir réussi à l'examen, pas au concours. Voilà. Donc, si une fois que vous avez votre CP ou votre BPC, si vous remplissez, puisqu'on a donné en fait des fourchettes de moyenne, si vous êtes dans la fourchette, vous pouvez déposer votre dossier. Et également, on n'a pas besoin d'être inscrit, voilà, dans un établissement, voilà, pour candidater. Donc c'est ça en fait qui nous a permis en fait d'anticiper la période de dépôt. Et après la période de dépôt, en tout cas, nous avons mobilisé les acteurs au niveau régional pour que le travail de compilation et de pré-traitement se fasse au cours du mois d'août. Voilà, ce qui va nous permettre de tenir la session de la Commission nationale des bourses au mois de septembre. Donc si tout va bien, en tout cas nous comptons publier les résultats en début octobre. Voilà. Donc ça va permettre en fait de connaître, de disponibiliser les résultats assez tôt, et également de permettre le paiement de la bourse à la rentrée. Voilà. C'est donc dire qu'avec cette innovation, on ne connaîtra plus ce problème à compter de maintenant. Oui, en tout cas, si tout va bien, c'est ce que nous poursuivons comme but en tout cas. Parce qu'il faut que la bourse serve à ce à quoi elle est destinée. Notamment, c'est de payer les études. Voilà. Elle ne doit pas venir intervenir pendant les vacances, par exemple. Voilà. Elle doit venir en début d'année pour servir à améliorer les conditions d'études.
parce qu'elle a pour but aussi de maintenir l'élève dans le système éducatif. Si elle intervient après, peut-être il peut décrocher avant même que la bourse n'intervienne. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques que vous rencontrez avec les parents d'élèves qui viennent au niveau de la direction par rapport justement à cette question de bourse? Non, il n'y a pas tant que ça. C'est souvent les retards de dépôt de dossiers et puis aussi souvent des réclamations. Peut-être. Il arrive que des parents viennent pour des réclamations parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils... Exactement. Et on reçoit des dossiers de réclamation. Et également, la session se tient, la session de la CNBS, de la commission, se tient pour en fait vérifier les dossiers pour lesquels il y a eu des réclamations, pour voir si ce sont des omissions ou bien des erreurs de jugement qui ont conduit à cela. Donc, il y a des fois, on publie des listes additives. Parce qu'il y a des pièces, par exemple, qui nous ont échappé lors des travaux d'examen de la commission. Est-ce qu'on a eu une idée d'à peu près du nombre de boursiers que l'on a connus, par exemple, sur la période 2024-2025, pour avoir une idée de ce que ça représente? Oui. Nous sommes à près de 15 900 bourses que nous avons attribuées pour l'année scolaire 2024-2025. Un chiffre en baisse ou en augmentation comparativement En augmentation. Puisque il faut dire que c'était prévu au départ, c'était 9 000 bourses que l'État avait octroyées, mais avec des réaménagements budgétaires, je pense que son Excellence, le président du FASO, a vu la nécessité d'augmenter l'enveloppe, ce qui a porté en tout cas le nombre de bourses à plus de 15 000 bourses. Donc, et cela continue, même cette année encore, on a la même enveloppe pour les nouvelles attributions. Alors, à cette étape... passage, c'est de lui dire merci, vraiment, parce que ça contribue vraiment à soulager beaucoup et en tout cas à favoriser la poursuite des études pour beaucoup d'élèves. Et une augmentation pourrait permettre de prendre plus d'élèves. Tout à fait. À ce stade, quel conseil donneriez-vous à la plupart des parents d'élèves qui nous suivent, qui nous regardent, et aussi aux élèves qui ont peut-être la moyenne, qui ont envie de cette bourse et qui ne savent pas quelle est la procédure, quelle est l'étape à suivre? D'aucuns se seraient peut-être fait berner par des personnes à qui on a remis un dossier pour espérer avoir une bourse, on n'a pas eu de suite. Quel est le conseil que vous donnez aux uns aux autres? Ok, merci bien, M. Kaboré. Il faut dire que dans les termes du communiqué, tout est spécifié là-bas, mais c'est pour dire aux uns aux autres, les différentes pièces constitutives du dossier ont été citées dans les termes du communiqué et également les lieux de dépôt ont été définis. C'est notamment dans les établissements d'enseignement public. Voilà, tout établissement d'enseignement public proche de chez toi, tu peux déposer ton dossier là-bas. Voilà. Et en plus de ça, il faut dire aussi qu'il y a le dépôt en ligne. Nous avons travaillé, en tout cas cette année, c'est une innovation également, à digitaliser le dépôt, notamment qui pourra se faire en ligne. Je pense que le lien également a été précisé dans le communiqué. Voilà. Maintenant, il faut aussi ajouter que c'est dans un établissement public du lieu de composition. Voilà. Par exemple, si moi j'ai fait mon année scolaire, j'ai étudié à Ouaga, dans la région du centre, et pendant les vacances, par exemple, je me retrouve à Bobo, et je n'ai pas le droit d'aller déposer à Bobo. Il faut que ça soit à Ouaga, parce que c'est à Ouaga qu'on a composé. Et vous voyez que les moyennes pour Ouaga et Bobo ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple... Justement, puisque vous avez dit que pour l'équité, il y a... Exactement. On a essayé de faire... bon, vous dites que c'est une inégalité, mais moi, je dirais plutôt que c'est une équité. S'il y a des cas où on s'est retrouvé avec des élèves et des parents qui ont quitté, par exemple, le centre de composition pour se rendre dans une autre où il y avait plus de facilité, plus d'accessibilité avec la moyenne. Oui, bon, disons que c'est cette année, avec les innovations qu'on a introduites, c'est ça qui va causer ce problème. Sinon, les années antérieures, c'est à la rentrée, après inscription,
que tu déposes ton dossier. Donc ça, en ce moment, il n'y avait pas ces problèmes. Puisque tu t'inscris, c'est là où tu t'inscris que c'est là-bas que tu déposes ton dossier. Parlant de l'inscription, c'est là où on a composé ou là où on a étudié? Là où on a composé son examen? Non, puisque vous voyez par exemple, il y a les élèves du CM2 oui, qui relèvent du MEBA-PLN. Et par contre, nous, on ne couvrons pas ce ordre d'enseignement. Donc, par exemple, eux, ils ne peuvent pas déposer au niveau primaire. Voilà, puisqu'ils peuvent déposer dans un établissement d'enseignement public, général public, ou voilà, non, d'enseignement général public, secondaire ou post-primaire. Par exemple, un CG ou un lycée, ils peuvent déposer. Est-ce que les critères que vous avez définis sont les mêmes pour les établissements privés conventionnels? Oui, ce sont les mêmes. Pour les établissements privés conventionnés, ça n'a pas de rapport avec le dépôt de la bourse. Non, non, non. C'est après admission au concours qu'on est affecté soit dans un établissement privé conventionné ou dans un établissement d'enseignement public. Voilà. Sinon, ça n'a pas d'impact sur la bourse. Ça ne joue pas. Plus on vous écoute, plus on se rend compte que face à plusieurs problématiques que l'on a connues, il y a tellement d'innovations que vous avez essayé d'apporter. Si succinctement on pourrait rassembler toutes les innovations que vous avez essayé d'apporter, quelles sont ces innovations-là? D'accord. Je pourrais dire que c'est la digitalisation progressive du circuit de traitement, voilà, des dossiers. Et ensuite, on a également la révision du calendrier, notamment des différentes étapes, notamment le dépôt, le traitement et la validation des résultats, notamment la publication des résultats. Et également la mise en place vraiment d'un dispositif de coordination avec les acteurs au niveau régional pour en fait réduire les délais de traitement. Voilà. Donc je pourrais succinctement dire que en quelque sorte ce sont les innovations comme ça. Alors Madame la directrice, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, le dernier mot c'est vraiment d'inviter les uns les autres à aller vraiment dans les endroits qui ont été indiqués pour le dépôt des dossiers. Et également aussi il y a les liens qui sont disponibles pour les informations, il y a des numéros de téléphone. Il y a également la direction provinciale qui est là, où on a des services qui sont là, qui pourront répondre à leurs préoccupations. Également, il y a la direction régionale aussi qui est là. Et nous aussi, on est là pour répondre à d'éventuelles préoccupations. C'est vrai qu'avec l'anticipation cette année, ça a un peu dérouté quelques personnes parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit à la rentrée. Voilà. Mais il faut dire que nous sommes en fait animés par en tout cas l'esprit de vraiment travailler à ce que la bourse là vraiment serve à ce pourquoi elle est créée, notamment pour payer les études, pour faciliter en tout cas l'apprentissage et permettre en tout cas à certaines personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité de ne pas décrocher, puisque l'une des missions aussi de la JOSPB, c'est de lutter contre le décrochage scolaire. Voilà. Merci donc à vous, Madame Manila Zoubgane Baïli. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses. Grandement merci d'avoir accepté cette invitation. Merci bien, M. Kaboré. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Ici se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, à Dieu voulant de vous retrouver pour un autre numéro, eh bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Trui TV, la télé interactive.